Yinamo madama. Ebando yamu muyu. Ntewa mumusumune. Ni amona isi makamata koskosi. Ona kinda mubonzi na mabonda mbembone bukina bonzankana moya. Kinda mbongo na mionzo na mabeka mandongo matata kwapi. Isi nengana ubini. Isi data buboi koba na mengo. Kinda matoka na mangana masuki. Ombome dibuka. Kombo mukoku bolo. Donc je disais tantôt que je m'appelle Madama. Joël Maxime Madama Dungo, c'est mon nom complet. Et là j'ai aussi donné mon pseudonyme, en Pové. J'ai donné mon clan. Voilà, pour ceux qui vont regarder. Et Joël Maxime est musologue, médiateur culturel. Voilà. Bon, il faut dire que la culture au départ, c'était ma passion. J'ai grandi au village et à l'époque au village, ce qui nous entourait plus c'était le vivre ensemble. Et le vivre ensemble autour d'une culture commune, donc familiale. Et là, les traditions étaient le centre de notre éducation. On nous éduquait par la tradition, par les rites et coutumes. On se regardait, c'était notre miroir en fait. C'est-à-dire lorsqu'on manquait de respect à un aîné, on faisait référence à la tradition pour corriger la personne, pour porter correction. Et les histoires de famille, donc les généalogies, les légendes, les mythes et autres, m'ont donné un amour particulier vis-à-vis de la culture. Et à travers ça, je me suis attaché à mes grands-parents, les grands-pères du village, les grands-mères et autres. Et elles ont commencé à me conter l'histoire. Et là, j'ai pris goût. Donc jusqu'en CM2, je vais en 6e au lycée d'État de Poulamtou. C'est en classe de 5e. Je vais croiser un très bon enseignant d'histoire-géographie. Et là, il va encore me donner l'envie de m'aimer parce que la culture, c'est l'histoire. Et les deux vont de pair. Là, je vais m'y mettre dans la peau. Je vais continuer à aimer la culture, mais également à la pratiquer. Et là, je vais passer à plusieurs séances d'initiation. Et vous saviez que chez nous, les Povés, les initiations sont presque un droit. Voilà, c'est devenu la coutume. Il faut, pour être considéré comme homme, il faut passer par les étapes des initiations. Et là, je me suis fait initier à nos rites traditionnels. J'ai encore plus approfondi des connaissances là-dessus. Jusqu'en 3e, j'ai aimé l'histoire. C'était vraiment ma passion. Et quand j'obtiens le baccalauréat, je vais m'inscrire au département d'histoire et archéologie. Je ferai le parcours histoire, parce qu'au département, il y a deux parcours. Il y a le parcours histoire, il y a le parcours archéologie. Mais le diplôme, c'est le diplôme d'histoire et archéologie. Jusqu'en licence, je vais obtenir ma licence. En obtenant ma licence, je vais solliciter m'inscrire en master de civilisation africaine. Donc, en master déjà, en histoire des civilisations africaines. Et là, le malheur va me frapper parce que je vais être refusé au département. Je serai refusé. Ils vont me dire non, on ne peut pas. Ils m'ont donné des raisons, selon eux, que je ne considérais pas vraiment valables vis-à-vis de mon parcours. Et là, je vais me rapprocher de la doyenne de la faculté des lettres et sciences humaines, l'Université Omar Bongo, pour lui poser mon problème. Je dis, mais madame, mes résultats sont là. Mais je n'ai pas fait une longue durée, je n'ai pas duré en histoire, au département, sinon on dit le parcours licence, j'ai fait presque un sans faute. Mais quelles sont les raisons qui vous amènent à me refuser l'inscription en master? Je ne comprends pas. Et là, j'étais boursier aussi.
ils vont me donner des raisons qui ne vont pas tenir et ils ne vont pas me reprendre. Je vais solliciter d'autres départements, en l'occurrence le département de géographie, où je vais tenter de faire un master professionnel, donc activité littorale et maritime. Et là, on va nous faire passer des tests à l'écrit et à l'oral. À l'écrit, je valide pour aller maintenant à l'oral. Quand on va à l'oral, on nous fait savoir que bon, nous, la priorité, ce sont nos étudiants de département. Donc, les étudiants de département étaient un peu plus nombreux, il y avait aussi les fonctionnaires là-dedans, donc ils ont pris. Là, je rate. Le temps ne faisait que courir. Je vais solliciter encore communication. Pas du tout. Je vais solliciter droit, donc pour m'inscrire en Sciences Po. Pas du tout. Je dis bon, là, après un frère me dit, il y a un master professionnel en sociologie politique. Je vais essayer. Je vais voir un enseignant qui va me donner un peu le planning, toute la méthodologie. Après, il me dit, va rédiger l'avant-projet, tu viens me montrer avant que je ne valide. À un moment, l'enseignant trop pris par ses cours et ses conférences, on ne se verra plus. Et là, j'aurais compris que je vais consommer une année blanche. Voilà. Je consomme une année blanche en ayant validé l'année. Et l'année qui suivra, mon collègue d'histoire, qui lui on l'a accepté parce que si j'aurais sollicité l'histoire des relations internationales, je devais être retenu. Voilà. Mais comme j'étais passionné de la culture, j'ai dit bon, là, je veux vraiment faire mon domaine. Voilà mon domaine, donc je préfère aller là-bas. Je ne fais plus Sciences Po. Parce que en L3, je pouvais aller en Sciences Po, plutôt en histoire des relations internationales, on devait me prendre. Mais j'ai préféré dans mon domaine, dans ma passion. Et là, j'ai raté. Je perds la bourse, je dis merde, là, je consommais l'année blanche en ayant validé l'année, même pas reprendre. Bon, c'est passé. L'année prochaine, maintenant, mon collègue m'appelle, mais Maxime, je t'ai envoyé des fichiers là, et tu n'as pas réagi depuis là. Je dis, mais comment ça? Je suis là, allô, donc le téléphone qu'on appelle vulgairement, allô, notre téléphone là. Non, j'ai dit, mais là, j'ai perdu mon téléphone, c'est chez le réparateur. J'ai fait réparer, et puis tu m'envoies. C'est comme ça qu'on m'envoie les prospectus par WhatsApp. Je regarde. Un master muséologie fait appel à candidature. Je regarde les partenaires, je dis, mais c'est mon domaine. J'ai dit, ok, le lendemain, je vais me rendre à l'université, au département d'anthropologie. Je vais prendre toutes les informations possibles. Et je vais rédiger, puisqu'il y avait un avant-projet, la lettre de motivation, le CV, tout ça. Et là, je vais rédiger mon CV. Je vais rédiger l'avant-projet, tout. Après, quand je vais déposer, 2 à 3 semaines après, on m'appelle, on me dit, monsieur, madame, vous avez été retenu pour master. Je dis, waouh, grâce à Dieu. Là, maintenant, je vais encore me mettre dans mon élément. Mais bien avant, j'animais déjà des émissions à Gabon Télévision, notamment aux émissions Bolo la matinale, devenu Samba la matinale. Puis, je suis parti à Gabon, à Radio Gabon pour les contes et légendes, parce que j'ai fait aussi les contes en Pové. Et après là, j'ai encore été invité à Week-end Loisirs, un peu la majorité des émissions télé de Radio Gabon Télévision, Orateur Bantou, matin, week-end, animé par M. Gabatiga. Donc j'ai fait un peu ces émissions-là jusqu'à nos jours. Et quand j'ai fini, donc on me prend au master, donc on fait 2 ans. Et j'ai passé mes stages au Musée national des arts et des traditions du Gabon, de Libreville, au service de médiation, parce que je suis musologue, médiateur culturel. On a soutenu, donc voici un peu l'histoire, le parcours de Madama qui est là, devant vous. Donc c'est cela. Oui, mais il faut dire que la vie est faite d'obstacles. Il faut franchir les étapes. Même à l'école, lorsqu'on a eu une somme moyenne, c'est un obstacle. Il faut se battre pour améliorer. Donc, c'est le chemin, ce qui compte, comme disait Machiavel, c'est la fin qui compte. La fin justifie les moyens. Voilà. Au musée des arts traditionnels? Oui, lorsque le commissaire de l'exposition, M. Richard Oslissis, préparait l'exposition sur la grotte Irungu, en qualité d'étudiant, nous faisions des immersions
pour le montage de l'exposition Irungu. Et l'exposition également Notre Nous, qui est au musée de recherche professeur Emile Bott de l'université Omar Bongo. Donc, nous avions travaillé tous ensemble du montage jusqu'au vernissage de l'expo. Et quand nous étions en stage, en étant au service des médiations, parce que les médiateurs, ce sont eux qui expliquent les objets aux visiteurs. Et là également, nous avions travaillé durant 3 mois de stage au service médiation en expliquant l'exposition de Irungu aux visiteurs. Donc, vraiment, j'ai préparé à ce montage-là. Voilà. Est-ce que là, actuellement, c'est basé sur la femme dans les traditions? À l'époque, la coiffure pouvait définir le statut social et matrimonial de la femme. Si on prend en l'occurrence, pour exemple, le masque pour nous que l'on appelle Mokuji, si vous voyez sa coiffure à coque, c'est le statut social et matrimonial de la femme. C'est-à-dire qu'à travers la coiffure, on pouvait déceler si la femme était mariée, si elle était divorcée, si elle était veuve, si elle était célibataire. Donc, c'est aussi interpeller les visiteurs, mais également tout un chacun à un retour, en particulier les femmes, à une prise de conscience ou à un retour aux sources. Donc, voici un peu ce que l'exposition de la coiffure de la femme africaine traduit comme message. Il faut déjà dire que moi, quand j'ai soutenu, mon thème portait sur les incohérences entre le discours du médiateur culturel et l'objet, cas des objets du groupe B30. Donc j'ai pris le cas des objets du groupe B30. Le B30, c'est un groupe ethno-linguistique composé des Pouvi, des Michogo, des Simba, des Apinji, des Evia, des Mokota Kota. Voici le groupe que l'on appelle, le groupe B30 que l'on appelle Membe, le groupe Membe. Donc ce sont les composants, donc les parlers qui se ressemblent, où on mélange chaque ethnie, chaque communauté non linguistique dans ce groupe-là. Donc j'ai travaillé, j'ai plus spécifié mon travail là-dessus parce que je suis allé d'un constat que la majorité des objets qui sont au musée ne sont pas trop vulgarisés puisque les peuples sont minoritaires. Ça veut dire que si on prend le cas du masque body, qui est un masque originaire du peuple Pouvé, on l'attribue historiquement à un autre peuple par exemple. Donc ce sont un peu ces erreurs-là parce que le discours, quand un visiteur vient, il ne retient que ce qu'on lui donne comme information. Donc c'est ce que je voulais un peu porter aux yeux de tous comme réglage, comme modification en fait. C'est cela. Comme les pauvres disent, hein? Voilà, ça veut dire que aujourd'hui, si le masque body règne, c'est à cause du village Kwanya. Et le village Kwanya est dans le département Lolo Bouengri, canton Lolo Wanya, c'est chez les pauvres. Donc vous voyez que l'origine, c'est là-bas. Et tout ce qu'ils disent, comparé à ce qu'on donne aux autres communautés, les villages là n'existent pas dans leur département, par exemple dans leur canton. Donc vous voyez que c'est une appropriation, comme on dit, on s'approprie quelque chose qui ne nous appartient pas en fait. Voilà. Et après aussi, les pauvres disent en français, c'est que ne donne la valeur à son objet que son propriétaire. Ça veut dire que nous qui sommes là, musologues, si on veut vulgariser notre patrimoine, c'est nous qui devions d'abord nous attacher à ça. Mais si on ne s'intéresse pas à notre patrimoine, ce n'est pas un blanc qui ne connaît pas, ou un européen, ou quelqu'un qui viendra d'ailleurs pour respecter ce que nous, on doit d'abord imposer aux autres qui viennent, pour dire que voici comment ça fonctionne. Ouais, c'est dans ce sens-là. Donc c'est comme ça comment il y a eu cette exposition de la coiffure chez la femme. C'est parce qu'aujourd'hui, il faut avouer qu'il y a déjà beaucoup de dérives. Et il y a la dépravation des mœurs. Cette dépravation, on pêche en pensée, en acte, en parole. Aujourd'hui, la femme n'est plus celle-là qu'on admirait. La femme est devenue, pour ne pas être vulgaire dans les mots, est devenue presque une marchandise, que l'on négocie même le prix.
Mais or, c'était difficile de voir la femme à l'époque, dans ce temps. Et la femme avait un milieu très particulier, la cuisine. La cuisine. On dit la saison sèche, c'est pour... la saison de pluie, c'est pour les femmes. La saison sèche, c'est pour les hommes. Mais les gens n'ont pas compris pourquoi. La saison sèche, on peut se recevoir. Et votre monde recevoir. Maloubanka, c'est la saison de pluie. Mais, pourquoi dit-on que la saison sèche, c'est pour les hommes? C'est parce que c'est la période des champs. Hein? Là, on débrousse. Ce sont les hommes qui débroussent. Les hommes vont abattre. Les hommes vont défricher. Quand c'est la saison de pluie, les femmes feront quoi? Elles vont planter. Vous voyez? Mais c'est comme ça comment les pauvres ont donné la conception. La femme aujourd'hui, lorsqu'on la voit, c'est une femme qui est épanouie. Mais il faut dire qu'à l'époque, dans nos sociétés ancestrales, nos sociétés culturelles et rituelles, la femme n'avait jamais été exclue ou encore la femme n'avait jamais été spoliée. Je ne dis pas qu'il y avait toujours des cas rares. Je ne dis pas que la société était vraiment efficace, normée de telle sorte que les dérives ne manquaient pas. Il y avait des dérives, mais que la société corrigeait. Mais la femme, aujourd'hui, la cuisine, elle ne connaît pas faire. Hein? Par moment, elle avait son propre linge, elle ne connaît pas faire. Elle s'en sert de la machine. C'est vrai qu'aujourd'hui, la modernité, mais comme on dit, la modernité est fille des traditions. Vous voyez? Et par là, vous comprenez que cette femme que l'on valorisait, et c'est même cette femme aujourd'hui qui se dévalorise en elle seule. Si vous aviez une maison, si votre maison n'a pas un règlement intérieur, les enfants ne vont pas respecter, chacun va rentrer. Si dès que le père dit, dès que je suis rentré, personne ne rentre. Mais toi, l'enfant qui est dehors, tu vas te forcer à être là avant l'arrivée du père. C'est un règlement intérieur. Le milieu de la femme, c'était la cuisine, non pas pour montrer que la femme était esclave, non. Parce que les valeurs, la femme transmettait des valeurs à l'enfant-fille, à la jeune fille. Comment tenir son foyer, comment tenir la marmite, comment servir son homme, comment poser la nourriture à son homme. C'est les valeurs qu'on inculquait. Comment travailler en brousse. Aujourd'hui, on dit la femme était seulement réservée pour faire les champs. Mais quand on va à un passé lointain, quelles étaient les activités qui tournaient autour à l'époque? Si ce n'était pas que des activités agraires, est-ce qu'il y avait d'autres activités? Non. L'industrialisation est arrivée, mais pas maintenant. Dans nos départements, par exemple, on n'a pas d'industrie au Gabon. Il y a certains, mais si on prend par exemple le cas de notre département de Lobouingri, canton de Lobouingri, il y a combien de sociétés? Ça veut dire que les gens ne travaillent pas avec, pour une rémunération. Ils travaillent à leur propre compte, mais c'est quoi? C'est des activités agraires. Et la femme était perçue comme l'image, c'était l'image de la société, l'image de la famille. Parce que quand la femme se positionne, c'est la femme qui pouvait, lorsqu'on dit la nuit porte conseil, quand il y a un litige et qui règle le litige, c'est la femme qui règle le litige, la nuit porte conseil. Parce que le mari et l'homme, et la polygamie n'était pas mauvais. La polygamie était autorisée dans nos us et coutumes. Aujourd'hui, on décrit la polygamie, mais les grandes familles, les familles puissantes, étaient sous la polygamie. Et ces femmes, toutes les femmes, les rivales s'attendaient comme des sœurs. C'était rare de voir des rivales 1 mois, 2 mois, ne pas se dire bonjour, bien ne pas s'entendre. Parce que là, il y avait un homme qui savait gérer. La gestion de la ressource humaine, les gens l'ont fait. Peut-être de manière, comme on dit, dans l'amateurisme. Et là, de manière technique, c'est peut-être à l'école. Mais les ressources humaines, les gens ont fait. On fait ça depuis. La communication, comment communiquer? C'est la femme qui gère. Mais aujourd'hui, on fait communication dans les sociétés. La communication dans une entreprise. Comment donner l'information lorsqu'il y a crise. Ça, on l'a fait. On n'a pas eu besoin d'attendre que les Occidentaux viennent. Donc, c'est pour dire que le rôle que la femme joue, c'est un rôle capital. La femme est le socle de la société.
Mais si la femme aujourd'hui ne se valorise plus, est-ce que l'homme peut valoriser la femme africaine? Non. Si on prend le cadre de nos clips, de nos artistes, mais nos artistes sont à l'origine de la dévalorisation de la femme africaine. Quand on met les chaînes de télévision, c'est la débauche. Mais la femme ne doit pas se comporter comme ça. Tu peux me sortir un son qui date, mais tu es bien vêtu. Ça aussi, c'est une façon. Mais apprendre, la femme est spolie. Apprendre l'égalité des sexes, des genres. Mais qui se dévalorise d'abord en premier? Lorsque vous allez au marché, c'est vous qui prenez votre type d'habit. On ne vous l'impose pas. Mais la mode a fait en sorte que certaines sociétés se déroutent de leur chemin. Et c'est le cas que l'Afrique a eu, le cas que le Gabon a eu. Même ça touchait déjà même le fond de nos villages. Pourquoi? Parce que les enseignements ne sont plus actés. Les enseignements ne sont plus appliqués. Au village, lorsqu'on arrivait, à pareille heure, c'était presque une coutume, ce n'était pas ça. Il faut te laver à l'eau chaude, tu chauffes, tu as le feu de bois. Il faut préparer le feu de bois. Cette fumée qui t'englobe dans la cuisine, toute la cuisine est englobée de fumée, mais tu es à l'intérieur. Il faut activer le feu. Ça, c'était une formation, montrer comment supporter, parce que le mariage, c'est cela. Quand on aborde la question du mariage, il faut savoir tenir son foyer. Tenir son foyer, c'est quoi? C'est préparer. Se laver, c'est écouter. L'art d'écouter. Comme disait Goethe, parler est un besoin, écouter est un art. L'art d'écouter. Est-ce que la femme africaine ou encore la femme gabonaise a encore le sens de l'écoute? Point d'interrogation. Donc ce sont ces questions qui taraudent, qui font qu'aujourd'hui, la culture, la tradition sont un peu dévalorisées, que les gens se désintéressent. Mais quoi qu'on en dise, la culture est tout ce qui nous reste, parce qu'on a tout perdu. Et c'est la raison pour laquelle il faut toujours faire un retour aux sources. Vous aviez, non? Quand on parle de généalogie, aujourd'hui, on n'a pas compris pourquoi nos parents à l'époque, quand l'enfant naissant dit, lui là c'est Madama. Après on dira, l'autre c'est Madungu. L'autre c'est Nzenge. L'autre c'est Maningo. L'autre c'est Mabanga. Mais ils ne savaient pas pourquoi. L'autre c'est Sese, c'est Yumni par exemple. Ils ne savaient pas pourquoi. L'autre c'est Bissio. Mais quand cela part, on va dire, mais Bissio était comment avec par exemple Maningo? On va te retracer la généalogie parce que ces noms-là vivent à travers les enfants. Mais qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui? Madame telle, Madame telle, Madame telle. Ça veut dire, qu'est-ce que je pérennise? Que mon nom, mais je ne pérennise plus le nom de la généalogie. C'est-à-dire la généalogie, j'ai déjà tué. Mais les parents ont gardé la généalogie comme ça parce que quelqu'un ne peut plus. Aujourd'hui, c'est difficile de voir quelqu'un te retracer la généalogie de sa famille. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de nom. Mais or, quand les grands-parents donnaient tel, ce n'était pas qu'ils ne pouvaient pas donner leur nom à eux, mais ils faisaient pour conserver le patrimoine familial. Le nom est un patrimoine. On se réfère à c'est la fille de tel, oui, c'était notre chef de terre. Il y aurait une considération. Hein? Mais aujourd'hui, on n'a plus cette conception de dire que nous devions, moi, tous mes enfants, par exemple, il faut dire, c'est Madame telle, Madame telle, Madame telle. Mais là-dedans, tu as oublié tous ceux qui ont œuvré, par exemple, à la généalogie de la famille. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, quand on donne des noms, c'est des noms, par exemple, français, c'est des noms de footballeurs, c'est partout on peut donner. Mais qu'est-ce qu'on retient de nous? On ne retient rien. Hein? On ne retient rien. Donc, voici un peu là où on sort aussi des enjeux. Si on revenait à dire que bon, moi mon enfant va s'appeler tel, tu vas demander à ton papa. Ta mère s'appelait comment? Tel. Ta grand-mère tel, ton arrière-grand-mère, ton arrière. Il ne peut pas donner 6 noms ou 7 noms. Parce qu'il ne les a plus. Mais s'il a 10 gosses,
et qui donnait ces noms-là, il devait dire ça là, c'était la mère de tel. Tel, c'était tel, jusqu'à ce qu'il tombe à l'actuel. Pourquoi? Parce que c'est le nom, le patrimoine. Mais nous, on n'a pas fait ça. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Les homonymes, on se donnait comment? C'est-à-dire que moi, je mets au monde un enfant. Je dis, bon, lui, là, va s'appeler Madama. Et quand toi, tu mets au monde, tu ne mets plus Madama. C'est vrai que tu peux donner Madama, mais 5 ne peuvent pas donner Madama. C'est-à-dire, les parents vont dire, bon, on a déjà donné Madama là-bas. Tel a déjà donné Madama, mais toi, donne tel. Vous voyez? Donne tel nom. Ok. L'autre, il faut donner encore tel nom. Parce qu'on sait qu'il y a déjà ceux-là qui ont donné le nom Madama. D'autres vont donner par exemple le nom Nzenke. D'autres par exemple le nom Mabanka. Le nom c'est le nom Yvoni. Et quand on va se retrouver, bon, je vais la donner le nom de qui? Madama. Ok. Tel, c'est tel. Après on va dire voici. L'enfant que tel a surnommé là était comme ça avec tel. Voici, ce sont eux qui sont là. Vous voyez? Ça n'a pas d'impact. Mais aujourd'hui, avec l'administration, il faut dire que la société a évolué. Et quand la société évolue, il faut aussi adapter la tradition, la réalité de la société actuelle, donc à la modernité. C'est peut-être là où le bas blesse parce que c'est maintenant difficile. Plus que quand l'enfant, il faut toujours voir le nom du père. Si l'héritage, si le père a eu des biens qu'il doit léguer à ses enfants. Ou encore, pour aligner ses enfants, pour avoir peut-être quelques allocations. Il faudrait peut-être que les noms coïncident, tout ça, peut-être. Mais à un moment donné, cette conception a tué quelque part la généalogie. Et c'est un peu regrettable de voir ça se dérouler aujourd'hui. Mais bon, on va faire comment? C'est la vie. Au départ, si vous m'avez suivi, je n'ai pas dit qu'il y a des gens qui n'ont pas tracé leur généalogie. Ce que j'ai déploré, c'était que le fait pour nous de donner un seul nom à 7 ou 10 gosses fait qu'on perd l'histoire de notre famille. Mais au village, vous allez trouver des gens qui vont vous conter aussi leur généalogie. Il y a ceux-là, il y en a qui détiennent encore. Pour ça, il y en a qui peuvent te prendre que bon, nous, tel était là. Après tel, c'était là. Après, ils vont vous retracer, il y en a. Il y a des témoins vivants. Il y a aussi des sages qui ont l'histoire de leur famille, de leur généalogie. Ça, là, il y en a. Mais, dans chaque famille, il y a un ancêtre. Raison pour laquelle vous voyez les reliquaires. Par exemple, les reliquaires. Les reliquaires avaient pour quel rôle, par exemple? Les reliquaires avaient pour rôle de protéger la famille, d'apporter l'abondance au sein de la famille. À la différence du masque, parce que le masque est un bien collectif. Hein? Le masque, c'est pour un peuple, mais le reliquaire peut être pour une famille. Vous voyez la différence? C'est-à-dire, un objet, on a par exemple quel objet? On va prendre quoi? Aujourd'hui, chez nous, on a le body, par exemple. Le body, c'est pour le peuple pauvre. Tout pauvre se réclame affilié au body, s'identifie quand le body danse, étant pauvre, tu as la fierté, tu ressens les émotions, les sensations. Tu dis, waouh, mes parents avaient quelque chose de bien dans la coutume. Maintenant, quand il s'agit d'un objet qui est exposé devant, parce que nos parents exposaient des objets devant la porte. Soit ils avaient une corbeille ou bien ils gardaient au coin de sa chambre. Ça là, ce n'est plus pour un peuple. Ça là, c'est pour une famille. Les reliquaires. Et là, c'est à vous maintenant de conserver. Et cette conservation se fait de génération en génération au sein de la famille. Mais tout en faisant bien évidemment des rituels. Il faut dire que c'est aujourd'hui où les objets sont devenus des instruments de décoration, des éléments de décoration. Mais dans nos milieux culturels, les objets ne sont pas que les simples éléments de décoration. Là, comme c'est la saison, à l'époque, nos grands-parents prenaient toutes les machettes. Ils emmenaient au corps de garde. Tout ce qu'il y avait comme outil pour l'agriculture. Et ça dort au corps de garde. Il y a un rituel qui se fait.
Et le lendemain, chacun venait récupérer sa machette. Et là, c'était pour éviter les accidents. Vous pouvez entendre que tel abatteur, il y a un abatteur que l'arbre a tué. Il a raté, l'arbre est tombé sur lui. Mais ça n'arrivait pas. Il ne fallait pas que le sang coule. Pareil pour le débroussage. Il faut débrousser. Les accidents, les morsures des serpents, il faut éviter. Tout ça, ça se travaillait. Vous voyez? Et il y a aussi le clan. Les pauvres disent Panga Kubongen, une bande sanguine. Autrement dit, le clan, c'est l'infini. Parce que vous pouvez être pauvre, vous allez chez les Massango, vous allez trouver l'équivalent de votre clan. On va vous dire ah, c'est notre fille, ah, c'est notre soeur, ah, c'est notre tante, ah, c'est notre femme, notre petite fille. On va vous loger. Mais quand on dit Panga Kuba, on gagne. Vous allez, la plantation, on délimite la plantation. Mais le clan, on ne peut pas délimiter le clan. Vous pouvez ne pas être de la même famille, la famille consanguine ou terrain, tout ça. Mais parce que le clan est un lien social. C'est la parenté sociale, le clan. À la différence de la famille consanguine. Donc, vous voyez que l'objet qui est au village, ou bien qui est détenu par une famille, n'est pas qu'un simple objet de décoration. Bien là, l'objet vit. Mais l'objet vit avec quoi? Avec les rituels. Il y a toujours et toujours. Voilà pourquoi je dis la transmission des valeurs, des pratiques, des savoirs se fait de génération en génération. Ça voudrait dire, si c'est une grand-mère qui garde ça, quand elle va sentir sa mort arriver, déjà même pendant qu'elle est en train d'aller vers sa fin, elle transmet. Elle pourra dire, bon, elle peut faire exprès de dire, bon, Monica, va me prendre tel élément dans ma corbeille là-bas. Bon, tu arrives, c'est là, oh, je peux prendre. Oh, je peux prendre. Bon, comme tu as peur, viens. Va prendre par exemple le verre qui est là. Pose ça à côté. Tu vois, en fait, elle ne va pas taper pour te dire, bon, comme c'est là, voici comme tu dois faire. Mais elle t'envoie seulement comme ça. Va prendre. Ok. Par exemple, tu arrives, supposons casse une latte, et c'est ce qui est posé sur l'objet. Quand tu arrives, il faut enlever les babouches pour prendre la corbeille et tu me l'amènes. Quand tu vas partir, pareillement quand tu vas déposer. Là, elle te transmet. Hein? Et c'est comme ça comment, pour faire vivre aussi l'objet, on te donnait des informations, des connaissances sur l'entretien de l'objet. Ça, là, on le faisait. Comment, jusqu'à aujourd'hui, nos masques, non? Nos masques existent. Nos masques vivent. Nos masques ont aussi ces éléments-là. Cette force-là, attachée directement à nos aïeux, à nos ancêtres. Pourquoi? Parce que ces masques sont entretenus par des sages qui connaissent l'entretien. Et donc, ils transmettent également aux jeunes parce que la mort n'avertit pas. Raison pour laquelle, quand il y a toujours des cérémonies cultuelles, on est tous là, pour nous qui sommes des initiés, on est au temple, mais on vous montre que voici comment vous devez faire, voilà. Donc, on transmet. Qu'il s'agisse d'un objet collectif, qu'il s'agisse d'un objet familial, la transmission se fait toujours. Garder l'énergie en fait. Aujourd'hui, par exemple chez les pauvres ont le rite body propre à eux. Je dis bien propre à eux. Et c'était l'objet de mon premier passage à la télévision, je crois en novembre 2021, sur les origines et les fonctions du masque body chez les pauvres. Ça là, je l'ai fait. Le masque body, il y a ce qu'on appelle le rite zéro, propre aux pauvres. Ce qu'on appelle le rite boulouma, propre aux pauvres. Et on a le mouiri qui est collectif aux autres ethnies, mais pratique aussi chez les pauvres.
le rite Niembe. Le rite Niembe, c'est le rite féminin autorisé aux femmes de pratiquer. Le rite Niembe. Et ça se passe aussi par des rituels, par des cérémonies d'initiation, que seules les femmes sont autorisées à s'initier. Mais les autres rites que j'ai cités en amont, uniquement pour les hommes. Là-bas, les femmes ne peuvent pas s'initier. Le Niembe, les femmes s'initient. Également, les hommes s'initient aussi au Niembe. Voici un peu la différence. Voilà. Ce sont les rites propres au Pové. Le Niembe, oui, le Niembe c'est Pové. Après, on pratique aussi déjà avec les Masango, on pratique aussi avec... Bon, il est devenu collectif, hein, le rite est devenu collectif. Le Niembe est devenu collectif chez les Masango, chez les Apinji, chez les Michogo. En fait, tout le groupe B30 que l'on appelle groupe Membe et les autres communautés, bon, les autres communautés ethno-linguistiques, voilà, pratiquent également le Niembe. Pour ceux qui ont le cadre des femmes, voilà. Et là, les profanes assistent au Niembe, les non-initiés. Les non-initiés assistent à la cérémonie du Bodi. Les non-initiés assistent à la cérémonie du Mwiri, mais n'ont pas accès au temple, par exemple. On n'a accès au temple que ceux qui sont initiés. Oui, voilà. Ça dit que toi, tu es arrivé les vacances, tu vas au village, tu vas à Kulamoto, tu vas au village, avec cette grâce, tu arrives au moment où on organise la cérémonie du Bodi, avec tout son rituel au village. Mais tu vas assister. Tu es femme, tu vas assister. Tu n'es pas initié au Bodi. Hein? Mais tu vas assister. Mais maintenant, quand ça se passe au temple, là, tu ne peux plus avoir accès. Mais il y a des cérémonies qui se font d'abord au village, hein, au regard de tout le monde. Et il y a des cérémonies qui se passent maintenant au temple. Là, maintenant, c'est ceux les initiés. Mais là, ce que tu vois au village, c'est devant tous. Mais ce que toi, tu peux aussi expliquer. Par exemple, on te dit, ben, quand il y a par exemple le Bouiti, qu'est-ce que tu as vu par exemple? Tu dis, waouh, j'ai apprécié comment les gens dansaient. Il y a eu par exemple les masques qu'on appelle Morondi, qui dansent dans la nuit. C'est des masques nocturnes, après c'est les masques de la journée. Ça là, tu as vu. Ça là, tu peux expliquer comment ça danse. Hein? Ça là, tu peux expliquer comment ça se présente. Ça là, tu peux expliquer. Mais toute l'histoire, tu ne peux plus expliquer parce que là, maintenant, au-delà de combien de mortels, ça revient aux initiés même d'expliquer. Par exemple, tu dis, mais pourquoi quand il y a le Bouiti Bunzele, que l'on appelle Bouiti Bunzele, il y a la sortie, par exemple, des Mironzi, les masques en question dont je parle. Là, maintenant, quelqu'un te dirait, bon, il faut dire que cette cérémonie s'accompagne avec ça parce que là, il peut, par exemple, t'expliquer. Mais toi aussi, tu peux faire le lien. Voilà. À la différence du Bouiti, du Sumba, de d'autres Bouiti. Donc, ça, là, le profane explique. C'est-à-dire, il y a l'initiation Mwiri. Mais la cérémonie se passe d'abord au village. Parce que l'initiation se fait au temple. Mais durant la cérémonie, tu vois comment les gens dansent, comment ils sont vêtus, comment ils sont maquillés. Là, tu peux expliquer. Mais les différentes danses, bien les différentes danses, tout ça, tu dis, bon, ils faisaient ça, mais on ne va pas, par exemple, te dire, expliquer ces danses-là, les raisons de ces danses-là. Mais tu vas seulement voir les gens danser comme ça. Chacun aura son maquillage. Mais pourquoi tel a ce maquillage et l'autre n'a pas ça? Ça aussi, on peut te dire peut-être, bon, ça représente, chacun représente son clan. Mais dire pourquoi il met ça ou bien pourquoi il représente son clan, ça là, ça revient peut-être aux initiés d'expliquer. Mais ce que tu vois, tu expliques. Plus que la cérémonie se passe devant tout le monde. Mais au corps de garde, l'autorisation, c'est pour les initiés. Et il y a un certain niveau. Si le corps de garde se trouve là où je m'assois ici, mais les non-initiés vont peut-être assister un peu plus loin. Parce qu'ils n'ont pas accès à un certain niveau aussi de la cérémonie. Donc c'est cela. Mais les femmes assistent. Les non-initiés assistent. Également les initiés. Voilà. Donc, chez les Pové, qu'il s'agisse de tous les rites, il n'y a pas interdiction d'assister.
dès lors où ça se passe au village, aux yeux de tout le monde. Mais l'interdiction, c'est d'accéder au corps des gardes et au temple en forêt si tu n'es pas initié. Là, tu as interdiction formelle. Maintenant, si tu fais l'orgueil de dire et tu vas accéder, là, tu trouves pour toi. Voilà. Là, la tradition, la société va te sanctionner. Et de la sévère des manières. Pareil, quand à une certaine heure, quand on demande maintenant aux initiés, plutôt aux non-initiés et aux femmes, de rentrer. Là, il faut rentrer, on dit bon, là, il demande maintenant de rentrer. Là, maintenant, si toi, tu t'hasardes à dire que tu vas rester dehors, parce que tu dois continuer la cérémonie, tu as déjà assisté à ce que tu as assisté. Mais le rituel qui vient, quand on demande aux gens de rentrer, là, ça ne concerne plus les profanes d'être là encore. Alors, vous voyez, donc là, vous accédez et vous restez comme ça. Là, maintenant, les initiés seuls ont, sinon dire, la propriété du village. C'est comme, ici, c'est simple à comprendre. Je vais faire un petit lien pour que tu comprennes. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte bien précis, c'est le contexte de la transition. Ce sont les militaires qui sont au pouvoir. Et en étant au pouvoir, ils ont mis en place ce qu'on appelle un couvre-feu. Les gens circulent la journée à une certaine heure. Dès que l'heure du couvre-feu arrive, personne ne circule. Maintenant, si tu violes ça, quand tu viens après l'heure donnée du couvre-feu, si on a dit le couvre-feu c'est 2 heures, et que toi tu viens à 3 heures du matin, mais tu as fait exprès. Hein? Tu vas être arrêté, tu peux être bastonné, et tu vas payer des amendes. Tu as fait exprès parce que tu savais l'heure du couvre-feu. Donc c'est pareil aussi dans nos milieux culturels. C'est comme ça, comment on fonctionne. C'est-à-dire, vous assistez à une certaine heure, on dit bon, on donne toujours, il y a toujours un messager. Toujours un messager qui rentre et dit voilà, vous pouvez rentrer. Mais comme au village, on a déjà ces règles-là, ces heures-là. Les gens du village savent, les femmes savent, les non-initiés savent. Qu'à une certaine heure, ils ne doivent plus être par exemple là. Parce qu'il y a des rituels qu'on commence déjà à faire. Quand il s'agit peut-être d'une initiation Mwiri, il y a des rituels qu'on fait rien qu'en présence des initiés. Et là, on appelle les néophytes, les futurs néophytes, à prendre part parce que ces futurs néophytes vont passer à l'initiation. Donc, ceux-là sont autorisés à être là, à répondre aux questions qu'on va leur poser, par exemple. C'est-à-dire au rituel qu'on va leur faire. Mais le reste, celui qui n'a pas été admis à passer à l'étape d'initiation ne peut pas être là pendant le rituel. Donc, c'est comme ça comment ça se passe. Parce que moi, sur TikTok, là, et bon, moi, je suis dans une grosse phase de retour aux sources. Et vu que là, je vis à l'étranger, donc les ressources ne sont pas accessibles. Bien sûr. Donc, je me contente vraiment des livres. Je lis beaucoup, je me documente beaucoup aussi. Et du coup, je suis tombée sur le livre La Bible secrète des Noirs du prince Birinda. Et dedans, il parlait d'Idzona Mwatobenga. Et là, il y a même quelqu'un qui parlait de ça aussi, le livre là, en question. Je crois, est-ce chocolat? Est-ce chocolat des filles? Oui, chocolat des filles qui parlent de ça. Tous les Gabonais me demandent où est le livre là. Ici, apparemment, c'est interdit. On parlait de Ditsuna Motobenga et du coup des couleurs qu'elle avait sur elle, du coup le blanc pour le lait, je crois, le sang et le noir. Et j'ai un peu fait le lien avec du coup le beauty. Et j'ai demandé que les initiés, est-ce que les couleurs du beauty que l'on voit un peu partout, donc le rouge et le blanc, peut-être le noir, etc., est lié du coup à Ditsuna Motobenga. Bon, après, comme je disais, je t'ai expliqué ça en amont, il faut savoir que tout initié prête serment. Nous avions l'éthique et une déontologie traditionnelle. Et nous avions aussi le droit à la neutralité, tout initié. C'est vrai que lorsqu'on est face à un journaliste ou encore quelqu'un qui vient collecter des informations, qui vient chez les informateurs, il y a des choses qu'on peut lui donner comme information. Il y a des choses aussi qu'on ne peut pas peut-être expliquer à la personne si la personne n'est pas initiée. Encore moins quand c'est une femme. Vous voyez, ce n'est pas que on interdit l'information à la femme. Vous voyez, le président de la République, quand il accède au pouvoir, il prête serment.
Il dit, je jure de respecter. Et aujourd'hui, les ministres également prêtent serment. Il dit que même à la cessation de mes fonctions, si je ne travaille plus, mais je dois garder le secret d'État. Il y a des choses qu'on voit, mais quand ils sont dans leur conseil des ministres, ceux qui se disent, ce n'est pas tout le rendu qu'il faut en conseil des ministres. Vous voyez? Donc nous aussi, en tant qu'initiés, nous avons prêté serment. Dans le domaine de la santé, on parle du serment d'Hippocrate, je crois. Et là, ce serment, tu dois respecter. Tu dois respecter. Donc, il y a par exemple, tu es devenu une chaîne de télévision. Si on peut comparer, tu ne peux pas répondre comme si on posait 1 plus 1 égale à 2. Non, c'est la manière de répondre. Peut-être que lui, il a expliqué selon les recherches, selon les informations qu'il a pu donner. Mais bon, si les couleurs coïncident avec les couleurs de Buti, ça a une raison valable. On prend notre drapeau gabonais, on sait pourquoi il y a le vert, pourquoi le jaune, pourquoi le bleu. Tous les drapeaux du monde ont une explication. C'est pareil dans nos milieux culturels. Les couleurs que l'on met, le maquillage, ça a une explication. Au départ, je vous parlais de maquillage chez les initiés. Pourquoi tel a frotté telle couleur, telle couleur. Donc, ça a une explication. Mais ceux qui connaissent sauront que bon, ça là, c'est par exemple notre clan. Ça là, c'est par exemple mon clan. Et quand tu n'es pas du clan, tu ne peux pas frotter cette couleur, même si tu vois l'autre frotter. Vous voyez? Donc, c'est pareil pour les couleurs qui sont représentées pour le cas de l'auteur que tu es en train d'énumérer. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure Le mouir est un rite initiatique, non? Tu n'entends pas du mouir, non? Voilà. C'est la première phase. Par exemple, chez les pauvres, la première phase chez toutes les sociétés. Société masculine, secrète, où l'homme doit passer en premier. C'est vrai que le premier passage de l'homme, c'est d'abord la circoncision. Mais la circoncision n'est pas considérée comme un rite chez les pauvres. Par contre, si on prend le cas des quotas, des akélés, c'est un rite initiatique. Mais chez les pauvres, ce n'est pas un rite. Le matin, tu peux décider de dire, bon, tu emmènes ton enfant, fais la circoncision, il n'y aura pas un souci. Ça ne va pas nécessiter un rite. C'est peut-être un petit rituel, dit, bon, le sang de mon enfant a coulé, venons, on va manger, on va boire. Simplement. Mais ce n'est pas un rite. Tu n'es pas obligé de le faire. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce que j'explique. Le mourir, par exemple, chez les pauvres, c'est le premier passage masculin chez l'homme. Il faut passer à l'étape d'initiation avant de franchir les autres rites initiatiques. Voilà. Mais est-ce que le mourir est lié au son mourir qui je crois signifie lié au génie? Tous les rites sont des génies. Ok. Hein? C'est des génies. C'est des ancêtres. Hein? Vous n'allez pas me dire que si aujourd'hui il y a des moments on est là, il y a des moments ça nous arrive. Depuis que nos parents sont partis, la famille, que les problèmes là-bas, comment? Après on va peut-être, quand c'est le 1er novembre, quand c'est la Toussaint, on va nettoyer les tombes, non? Hein? On leur donne un peu à manger, tout ça. Après qu'est-ce qu'on met comme veut? C'est toujours l'abondance. Hein? Pourquoi les maladies, il faut venir soigner tel? On a toujours ce jargon-là. Hein? Bon, tel les maladies, il faut venir. Il y a des parents, à l'époque, qui venaient en rêve. Quelqu'un pouvait être d'une folie énorme que même l'hôpital ne pouvait pas traiter. Ils disent, bon, prenez ça, mélangez avec l'eau, buvez, donnez-lui, dès qu'il boit, c'est fini. Ça, il y a des gens. Quelqu'un qui avait une maladie incurable, le parent pouvait venir en rêve que prenait telle feuille, donnez telle portion, donnez. La personne trouvait la guérison. Ça, il y en avait. Donc, c'est des génies que l'on suscite. C'est des génies. Pourquoi, même à l'école, on peut vous dire, waouh, l'enfant, c'est un génie. Parce que vous faites des choses incroyables. Les notes deviennent peut-être incroyables. T'es 16 dans une matière, 18 là-bas, 17 là-bas. Après, on dit, waouh, vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça. On suscite les génies. On suscite les ancêtres. Les ancêtres, ce sont nos génies. Ce sont les génies. Donc, tous les rites initiatiques, c'est des génies d'abord au départ. Nos ancêtres, c'est des génies aussi.
Et bien sûr, ce sont nos génies. Nos ancêtres sont nos génies. On suscite qui? C'est-à-dire si on a un reliquaire à la maison, qui on demande? C'est l'ancêtre, notre arrière-arrière-grand-père. Il devient ancêtre, non? Mais quand on demande là, c'est pourquoi? C'est des génies qui sont autour. C'est un génie d'abord. Quand la personne décède, la personne devient un génie. Sauf si on se trompe. Mais dans le cas de la tradition, ce sont nos génies. Nos ancêtres sont nos génies. Et on suscite. On sollicite les faveurs de ces derniers. Ce sont nos dieux, s'il faut dire. Ce sont nos dieux. Nos divinités terrestres. Mais le Dieu, c'est les dieux qui s'écrivent avec le D minuscule. Parce que le Dieu suprême, le Créateur, c'est le D majuscule. Voilà. Ce sont nos dieux. Donc, Dieu est génie, non? Voilà. Mais si Dieu est génie, donc nos dieux sont également des génies, ce sont nos ancêtres. La tradition judéo-chrétienne, c'était des génies. Les sommités, c'est quoi? C'est des génies. Voilà. En parlant de génie, est-ce que chez les Pouvis, on a pas le genre, est-ce qu'on a un nom pour le Bumba? Le Mbumba, c'est ce que je t'ai expliqué. Hein? Le Mbumbayano est un reliquaire. Ah bon? Voilà. C'est un reliquaire, c'est un génie. Est-ce que vous voyez? Mais le Mbumbayano, c'est des reliques, c'est des génies. C'est-à-dire, si vous. C'est parce que le musée de l'université est fermé. Vous devez venir voir les reliquaires, même le Mbumbayano en question. Si vous allez au musée national, mais là, c'est pas exposé, c'est à la réserve. Et à la réserve, personne ne pénètre si ce n'est que les agents du musée. On ne peut pas faire visiter un visiteur, faire entrer un visiteur à la réserve, non. Mais vous allez voir de ces objets, c'est des reliquaires au départ. Mais des reliquaires qui sont constitués de quoi? Parce que quand vous voyez un reliquaire, il peut être constitué d'ocre. Il peut être constitué d'ossements. Hein? Il peut être constitué d'écorce. C'est la manière que le reliquaire se présente. Et le Mbumbayano est dans ce cas-là. C'est un reliquaire. Un reliquaire propre à un peuple, propre à une famille. Lorsqu'on dit, c'est un reliquaire, par exemple, Massango bien pour nous, ou bien Pové, supposons. Mais Mbumbayano, est-ce qu'il y a un Mbumbayano? On prononce un Mbumbayano en Pové? Non. Mbumbayano, peut-être c'est en Nipounou ou en Massango. Hein? Voilà. Mais c'est des reliquaires de ces peuples-là, liés aussi à leur famille. Chez les pauvres, on peut avoir le même reliquaire ou encore un reliquaire similaire, mais qui ne porte pas le même nom. Vous voyez, le reliquaire, c'est un bien familial. Il y a des moments, il peut être un bien collectif, mais c'est rare. Chaque famille qui détient, chacun avait un rôle. On pouvait dire que lui là, leur reliquaire, c'était rien que peut-être pour la chasse. La vision des grands chasseurs. D'autres vont dire que leur reliquaire, c'était peut-être pour la pêche. D'autres diront que cela, c'est rien que les mariages chez eux. Tous les enfants se marient. Vous voyez, il faut toujours louer les dieux. Toujours, toujours et toujours. Donc c'est comme ça. Il n'y a pas à dire que le Mbumbayano, c'est un reliquaire, ce n'est pas un masque. C'est un reliquaire, ce n'est pas un masque. Si tu vas chez les Pounou, le masque, c'est ce qu'on appelle le Mukuji. Le masque qui danse sur deux échasses. Voilà, c'est un masque. Mais le Mbumbayano est un reliquaire. Voilà. Génie ou... Mais oui, c'est un génie, mais comme je disais, le masque est un génie. Également, le reliquaire est aussi un génie. Dès lors où on loue des louanges, dès lors où on entretient par des rituels, il devient génie. Ok, voilà. Mais du coup, chez les Pouvis, c'est quoi le nom en fait pour ce reliquaire? Comme je disais, c'est que les pauvres au départ ont des masques. Et au sein des masques, peut-être il y aura des reliquaires. Mais il faut dire que l'ésotérisme
comme je disais, la neutralité. Les pauvres ne sont pas un peuple qui a pour habitude d'exposer les masques. Même à l'époque, les pauvres avaient donné une interdiction formelle de filmer les masques lorsque ça dansait. Hein? C'était l'interdiction formelle. À l'époque, on refaisait ça. On n'accordait pas aux masques, aux gens de filmer. Mais après, ça fait en sorte qu'on oublie et que les gens s'accaparent de la chose. Même vous allez voir, si on prend par exemple le cas du body, dans les réseaux sociaux, un pauvre va t'envoyer une vidéo propre, un body pauvre propre. Mais après, quand vous voyez les autres body, c'est différent. C'est-à-dire que sur la morphologie, le maquillage, l'esthétique, ça ne va pas coïncider par exemple. Là, vous voyez qu'il y a déjà une différence. Et c'est par là qu'on s'insurge toujours contre ces éléments pour dire qu'on ne refuse pas aujourd'hui. La culture, se partage. Et lorsqu'on partage la culture, celui qui vient apprendre de toi, ta culture, il te gagne, il s'enrichit aussi. Toi aussi, tu t'enrichis parce qu'après, il va dire, wow, j'étais chez tes peuples. Il va vanter vos mérites. C'est normal. Il faut partager. Mais il faut bien partager. Ou encore, si tu veux copier, il faut bien copier. On interdit, c'est de copier à l'école. Mais au village, bien dans la société, on copie ce qui est bien et laisse ce qui est mauvais. Voilà. Les reliquaires ne sont pas exposés chez les pauvres. Les reliquaires, c'est chaque famille qui garde son reliquaire. On ne va jamais t'exposer un reliquaire. Si tu vois une cérémonie culturelle chez les pauvres, il faut dire que c'est des cérémonies collectives. C'est des cérémonies qui lient tout le monde, tous les initiés. Les masques, les rites initiatiques. Mais quelqu'un ne te dira pas qu'il va s'initier à un reliquaire. Non. Mais il va s'initier à un rite, à un masque. Oui. Parce que le masque est un rite. Mais le reliquaire n'est pas un rite. C'est la différence. Voilà. On a beaucoup caché, gardé en fait nos rites et nos Tradition et coutume, oui. Ah, oui. Genre, pas filmé, etc. Est-ce que ça nous désavantage, pas forcément désavantagé, mais est-ce que c'est pas des avantages pour nous, surtout pour ceux qui aimeraient se rapprocher de cette culture? Ce que je vous disais à l'époque, et un passé lointain, même récent, on interdisait. Mais aujourd'hui, on a compris que la modernité, les nouvelles technologies ont fait en sorte que vous ne pouvez plus interdire. Ça veut dire que quelqu'un peut arriver avec son téléphone, il met son téléphone dans la poche, mais il a activé l'option enregistrer. On enregistre. Après, tu attends ça à gauche, à droite. La personne peut être loin, elle a zoomer la caméra, la personne filme. Donc aujourd'hui, à l'époque, on le faisait pourquoi? Il faut d'abord comprendre. On avait jugé utile que pour bien faire et pour mieux faire, il fallait laisser aux gens de venir voir le masque sur place. Parce que le masque peut perdre sa valeur. Donc quoi? Dans le sens où tu as filmé, tu n'as pas peut-être filmé toutes les étapes. Supposons un papa qui voit par exemple le masque danser, mais il arrive seulement sur la dernière étape. Mais or lui, quand il voit le masque, il commence à chanter dès le début. Parce qu'il sait que c'est d'abord le rituel là qui commence. C'est d'abord les pas de danse là qui commencent. Voici la première étape. Voici, on est là à la deuxième étape. Donc, pour les pauvres, il fallait d'abord respecter toutes les étapes. Et on ne pouvait pas filmer n'importe comment. Ce n'était pas autorisé. Pourquoi? Parce que quand on filme, toi qui es en France, tu ne seras plus intéressé par l'histoire. Tu seras seulement intéressé par la beauté, par l'esthétique. Mais or,
comme je disais lors de ma soutenance, si on veut restaurer quelque chose, on ne doit pas seulement restaurer l'objet sur son plan esthétique. Nous devions restaurer l'objet sur son plan historique. Parce que c'est l'histoire qui fait vivre l'objet. Vous avez une histoire. Vous êtes né d'un père et d'une mère, on va vous dire voici, comment vous étiez, comment vous êtes né, tout. Mais si quelqu'un vient modifier ça, vous n'êtes plus vous. Ou bien, si quelqu'un vous filme dans une tenue qui n'est pas confortable, vous allez déprécier, vous allez dire non, ça ne me plaît pas. Et quelles sont les intentions de la personne qui vient filmer? Ça a eu quoi? Aujourd'hui, les gens du musée, quand vous arrivez, il y a des objets qui disent ne filmez pas. Parce qu'avec la technologie, vous pouvez faire ce qu'on appelle des expositions photographiques. Mais c'est vous qui mangez les millions, peut-être même les milliards. Mais vous êtes seulement venu, ou vous avez trouvé une cérémonie, vous avez filmé, et vous avez fait une exposition. Et là, ce qu'on interdit aujourd'hui, à l'ère de la modernité, dans nos musées, mais nos aïeux avaient déjà pensé ça depuis qu'on ne filme pas. Parce qu'ils savaient que quand ils filment, avec tous les appareils qu'il possède, il va faire son exposition, il va manger l'argent. Mais vous gagnez quoi en retour? Hein? Voici un peu. Aujourd'hui, si vous arrivez au musée, même au musée national, il y a des objets qu'on ne filme pas. On dit non, là vous ne pouvez pas filmer. Est-ce qu'on peut filmer ça? Oui, allez-y filmer. Mais il y a des objets qu'on ne filme pas. Parce qu'on sait que si vous filmez, et quand moi j'étais en stage au musée national des arts et rites et traditions du Gabon, tous les touristes qui arrivaient, du moins les occidentaux, avaient dans leur sac des appareils photo. Des appareils photo. Ils viennent, et vraiment des dernières générations. Ils viennent, ils filment. Est-ce qu'on peut filmer? Non. Qu'est-ce qui est autorisé à filmer ça? Ils filment, ils zooment même encore là où est le cartel, là où est le socle. Parce que les objets sont posés dans les socles avec des cartels. Les cartels, c'est le petit message qu'on laisse en bout de petites explications. Ils filment. Mais pensez-vous qu'ils filment parce qu'ils veulent seulement filmer? Hein? Voilà. Parce qu'ils filment, après il va. En Europe, ils peuvent tenir un festival, rien que par la photographie. Il va poser ça, il va faire ça un projet, il va avoir des financements. Mais or, sa visite, si au musée national, c'est, même avec la réalité virtuelle, je crois que c'est 4500 la visite. Voilà, 4500 par an. Mais pour 4500, quand il fait une visite avec réalité virtuelle, quand il sort de là, il a déjà filmé tous ses objets, part en France ou dans quel pays, je ne sais. Il ressort, il développe ses photos, il fait un très bon montage photographique, une exposition photographique. Mais il va prendre des millions. Il gagne des millions au détriment de la structure qu'il est venu visiter. Vous voyez un peu. C'est pour cette raison que les pauvres, dans leur sagesse, avaient jugé utile d'interdire à tout le monde de filmer. Mais comme la technologie est arrivée et on veut maintenant se réapproprier cette culture-là, raison pour laquelle on filme pour dire aussi que tel peuple en a aussi ses éléments. Tel peuple possède aussi un patrimoine riche. Mais avant, ce n'était pas autorisé. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des rites qu'on interdit même de filmer. Mais quelqu'un va seulement rentrer à l'insu des gens avec son téléphone, il va mettre l'enregistrement, il met dans sa poche, il enregistre. Mais après, on dit non, ne filme pas. À un niveau même quand le masque danse, à un niveau, on dit là, ne filmez plus. Donc c'est comme ça. Raison pour laquelle on sait pourquoi.